La Lune est le voisin spatial le plus proche de la Terre et son seul satellite naturel. Elle s'est probablement formée alors qu'un énorme objet de la taille de Mars s'est écrasé sur notre planète il y a des milliards d'années. Cette catastrophe a transformé la Terre en une boule brûlante de roches en fusion. Elle a aussi propulsé des matériaux sur son orbite, créant ainsi la Lune. Aujourd'hui, cette sphère fortement cratérisée se déplace autour de notre planète. Cela provoque, entre autres, des marées autour du globe. Faisant un peu plus du quart de la taille de la Terre, c'est le 5e plus grand satellite naturel du système solaire. La Lune a plusieurs phases, telles que nouvelle Lune, pleine Lune, premier et dernier quartier. Mais quel que soit son aspect, tu peux toujours la trouver dans le ciel nocturne et parfois même pendant la journée. Mais imagine que tu te réveilles la nuit et que tu remarques que la Lune a l'air un peu différente que d'habitude. Elle semble plus brillante et plus grosse. C'est à peine perceptible, surtout si tu es à moitié endormi. Tu retournes te coucher sans réaliser qu'au lieu de la Lune, c'est Mercure que tu viens de voir. De près, cette planète, la plus proche du Soleil, ressemble à notre satellite naturel. Sa surface est jonchée de cratères laissés par des roches spatiales. Mercure fait environ 2/5 de la taille de notre planète, mais elle est tout de même un peu plus grande que la Lune. C'est pourquoi la planète aurait une plus grande influence sur la Terre. Les nuits seraient plus lumineuses, les marées hautes seraient plus hautes et les marées basses seraient, tu l'as deviné, plus basses. Le cycle lunaire, c'est le temps dont a besoin la Lune, ou plutôt Mercure dans ce contexte, pour passer par toutes les phases, serait plus court de 14 heures. Mais dans l'ensemble, un tel remplacement n'aurait pas de conséquences drastiques pour notre planète. Alors, qu'en est-il de Vénus? Et si, au lieu de notre satellite familier, nous mettions l'objet naturel le plus lumineux après le Soleil et la Lune? On l'appelle souvent la planète sœur de la Terre, car leur masse et leur taille sont presque les mêmes. Vénus serait aussi grande dans notre ciel que la Terre est apparue aux astronautes d'Apollo lorsqu'ils l'ont regardée depuis la surface de la Lune. L'étoile du Berger serait beaucoup plus lumineuse que la Lune, car la planète réfléchit 6 fois plus de lumière solaire. De plus, elle occuperait une surface au moins 16 fois plus grande. C'est pourquoi les nuits sur Terre seraient aussi lumineuses que les premières lueurs de l'aube. Si tu regardais Vénus, tu verrais de vagues motifs tourbillonnants dans la couverture nuageuse blanc-jaunâtre de la planète. Vénus ne deviendrait pas le satellite de la Terre. Les deux planètes orbiteraient probablement autour de leur centre de masse commun et cette orbite serait assez excentrique. Mais si Vénus se déplaçait à la même vitesse que la Lune actuellement, les deux planètes s'écraseraient l'une contre l'autre dans un avenir proche. Bon, passons au candidat suivant. Si Mars était là-haut dans le ciel à la place de la Lune, tu la remarquerais sûrement. Même sans télescope, tu serais capable de t'émerveiller de sa couleur unique et des taches sombres sur sa surface. Et même si tu ne voyais pas la planète rouge, tu ressentirais quand même quelque chose d'inhabituel. Mars fait la moitié de la taille de la Terre, mais est plusieurs fois plus grande que la Lune. Remplacer un corps spatial plus petit par un corps beaucoup plus grand bouleverserait l'équilibre délicat de notre planète. Si tu avais la malchance d'être au bord de la mer lorsque Mars prendrait la place de la Lune, tu devrais partir au plus vite. Des vagues massives se soulèveraient dans les océans sous l'influence martienne. Elles s'écraseraient contre le littoral comme les plus grands tsunamis. Mars réfléchirait plus de lumière solaire que la Lune. Les nuits seraient plus claires, les paysages terrestres auraient une teinte rouge sinistre. Et tu pourrais admirer la plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, à travers un télescope. Mars n'est pas assez grande pour changer radicalement l'orbite de la Terre. Mais avec le temps, les deux planètes commenceraient probablement à se mettre en orbite l'une autour de l'autre, créant ainsi un système de planètes binaires. Et comme Mars serait littéralement la porte à côté, les voyages vers cette planète deviendraient une réalité. Bon, maintenant, passons à une autre échelle. Si Jupiter remplaçait la Lune, la Terre en tant que planète indépendante n'existerait plus. Elle se transformerait instantanément en une autre lune de la plus grande planète du système solaire. Le seul point positif de cette transformation, les gens auraient une vue imprenable. Jupiter est des dizaines de fois plus grande que la Lune. Une sphère gigantesque, magnifiquement rayée, couvrirait presque tout l'horizon. Si tu avais le temps d'apprécier le spectacle, tu verrais des nuages jaunes, bruns, rouges et blancs flottant dans l'atmosphère de Jupiter. Malheureusement, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse provoquerait instantanément de graves tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Le manteau et la croûte de la Terre seraient attirés vers Jupiter, ce qui ferait éclater notre planète. Elle serait étirée
attiré et comprimé avec une telle force que sa surface serait bombée d'avant en arrière de plus de 100 mètres. Malheureusement, la vitesse de la Terre ne représente que 10% de la vitesse nécessaire pour que nous restions dans l'orbite de Jupiter. C'est pourquoi notre planète trop lente s'écraserait sur la géante gazeuse en moins d'un jour. Bon, on abandonne cette option. Maintenant, si Saturne devait remplacer la Lune, ce serait un spectacle incroyable. La planète est plus de 35 fois plus grande que notre satellite. Cela signifie que le globe doré géant couvrirait 18 degrés du ciel. Et ses anneaux s'étendraient encore plus loin, d'un horizon à l'autre. La Terre serait un peu plus éloignée de la géante gazeuse que sa propre lune Dionée. Et comme Saturne est bien plus massive que notre planète, la Terre se transformerait en son satellite, et non l'inverse. Malheureusement, la vitesse de rotation de la Terre ne serait, encore une fois, pas suffisante pour suivre le rythme, et nous nous écraserions très probablement sur la planète en un jour ou deux. Mais avant de brûler dans l'atmosphère de Saturne, nous devrions traverser ces magnifiques anneaux. Ils sont constitués de morceaux de comètes, d'astéroïdes et de lunes brisées. Ce serait un exploit d'arriver à passer à travers ces débris spatiaux. De plus, notre planète devrait éviter les lunes de Saturne. Or, il n'y en a pas moins de 53. Mais que se passerait-il si la chute n'avait pas lieu et que la Terre se transformerait en la 54e lune de Saturne? Alors, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse entraînerait des déplacements tectoniques massifs sur tout le globe. Il déchirerait la croûte de la planète jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok, ça ne va pas non plus. Uranus et Neptune sont toutes deux des géantes de glace. Ces planètes sont de la même taille, plus grandes que la Terre, mais plus petites que Saturne et Jupiter. Elles ont toutes deux un intérieur glacé, une atmosphère profonde et une couleur similaire. Un très beau bleu-vert. Si l'une de ces planètes remplaçait la Lune, les conséquences seraient les mêmes. Alors, jouons à pile ou face. Ok, ce serait Neptune que tu verrais un jour dans le ciel. Neptune est 14 fois plus grande que la Lune. La planète ressemblerait à une montgolfière bleu vif dans le ciel, non seulement la nuit, mais aussi le jour. Elle semblerait être 15 fois plus grande que le Soleil. Si tout le reste restait identique, une éclipse solaire semblerait se poursuivre pendant des siècles. Une fois que le Soleil aurait disparu derrière le bord de Neptune, notre planète serait plongée dans l'obscurité totale pendant pas moins d'une heure et demie. Neptune a une masse 17 fois supérieure à celle de la Terre, et sa force gravitationnelle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi notre planète se retrouverait à jouer le rôle du satellite encore une fois. Elle orbiterait autour de Neptune un peu plus loin que sa propre plus grande lune, Triton. Au fait, il y aurait un grand risque que la Terre entre en collision avec ce corps spatial. Mais supposons que nous ayons la chance de ne pas croiser les satellites de Neptune. Même ainsi, nous aurions plus qu'assez de problèmes à gérer. Les marées sur notre planète deviendraient 1000 fois plus puissantes que celles causées par la Lune. La force gravitationnelle de Neptune ne déchirerait pas la Terre, mais elle réchaufferait notre planète. L'activité sismique augmenterait, déclenchant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Et probablement aussi la fin d'Internet. T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble? Serions-nous tous condamnés? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face, un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes, non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine. Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius, et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité.
Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants. Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout. Tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents. Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin, parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel. Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius, et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge, à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu, de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais comment est-ce possible ? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial ? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée au pôle et dans les réservoirs souterrains. Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète. Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante, mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait 11 fois plus petite, quel désastre ce serait! La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions, car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité, qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante. Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ses célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changeraient. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manquée, qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète.
le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles. La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 degrés Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète. Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement, sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment, la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse, place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente, avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense. Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniac, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale, avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites? Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine, ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial. Que se passerait-il si notre planète se divisait en deux parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en deux planètes et qu'elles partagent la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour, les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon? Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante? Surprise, surprise! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'ash et un peu d'eau.
Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Eh mais qu'en est-il des volcans? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps.
En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons en raison du volume de... oui, de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Un fait amusant, tout cela pourrait réellement se produire dans l'avenir. Tout d'abord, la croûte terrestre s'amincit progressivement. Moi, j'aime plutôt les croûtes fines, mais seulement sur mes pizzas. Donc un jour, l'eau pourrait vraiment inonder toute notre Terre. D'autre part, dans quelques milliards d'années, lorsque notre Soleil commencera à se dilater et à se transformer en géant rouge, tous les océans de notre planète seront totalement desséchés. Bon, on respire à fond et on se secoue. On arrête avec ce scénario. Pourquoi s'inquiéter de choses si lointaines alors que je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille aujourd'hui? Voilà un problème beaucoup plus pressant.